Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1160 de One Piece. Donc, un chapitre que j'ai trouvé, en fait, pour être honnête, je ne trouve pas grand-chose, beaucoup de choses à dire dessus, pour la simple et bonne raison que, en fait, ce qui nous est montré, c'est déjà des choses qu'on sait. Donc, j'ai bien aimé. Dans la review précédente, je disais que ce serait intéressant de développer le mal qu'ont fait les dragons célestes, plutôt que de juste dire ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants. Donc, dans ce chapitre, il y a deux personnages qui sont intéressants à mettre de côté. Il y a Dragon, bien évidemment, qui va croiser Ivankov et Kuma, qui sont en train d'échafauder leur plan pour fuir. Il y a aussi Marshall Dittich, donc le fils de Rock Dick Xebec, de David Xebec. Et donc du coup, j'avoue que pour étoffer un peu le personnage de Barbe Noire, c'est assez intéressant, même si je vais reprocher un peu quand même à Oda de trop connecter dans les flashbacks les personnages importants du manga. Donc Rock Dixiebeck, il a été utilisé il y a quelques arcs en arrière, et on voit bien qu'il est important dans le monde des pirates par rapport aux actions qu'il commet. Lorsqu'il arrive à God Valley et qu'il attaque sans hésiter les navires de la marine pour accoster avec son équipage de terreur, avec Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, Shiki, tout ça, c'est des personnages très puissants dans l'univers de One Piece qui nous ont été montrés, mais ce que je disais dans ma review précédente, finalement, c'est toujours pas jeté à l'eau. Parce que c'est bien de montrer qu'il y a beaucoup de personnages, qu'Oda il a beaucoup d'imagination, qu'il a plein d'histoires à nous raconter, mais des fois, il faudrait peut-être prendre le temps de s'arrêter sur un personnage et de raconter l'histoire de ce personnage, parce que à force de connecter comme ça les flashbacks, lui il était là à ce moment, et lui il était là-bas à ce moment, et lui il était là-bas à ce moment, on a du mal à vraiment visualiser bien comment ça s'est passé. Moi, par exemple, je suis perdu dans la chronologie. En tout cas, je voulais m'arrêter sur Barbe Noire, surtout Barbe Noire qui m'a le plus marqué dans ce flashback. Je pensais pas que Dragon il aurait livré la femme et les enfants. Parce que du coup, ils étaient sur scène, et sur scène, exposés comme des trophées, comme des appâts, comme des proies à attraper. Les dragons célestes se vénèrent en mode ouais, les dévis, on vous déteste, vous êtes des bâtards, il faut vous exécuter, les boucaniers, vous êtes trop dangereux, faut pas vous laisser vivre, bouh, bouh, bouh. Et du coup, j'avoue que ce côté-là, bah, ça étoffe un peu plus les dragons célestes, parce que finalement, les dragons célestes, c'est juste des gens qui ont eu des privilèges et qui veulent se battre pour garder ces privilèges. Ils jouent avec les vies humaines, ils n'ont pas de respect pour la vie humaine, pour eux, c'est qu'un jeu. Et donc, du coup, quand ce jeu, il est pas dangereux, on prend grave du plaisir, et quand on se fait attaquer, bah, faut dire aux soldats de la marine de nous protéger, parce qu'on est super important quand même. Mais la chose que je comprends vraiment pas, pour être honnête, plus je lis en fait les dragons célestes, moins je vois pourquoi est-ce que les citoyens les écoutent. Il y a la peur il y a des représailles qu'on leur fait, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des représailles pour eux? Quelle est leur importance dans le monde en réalité de One Piece? Je comprends pas pourquoi est-ce que... en fait, ouais, c'est ça qui fait me dire, en fait, tout le monde est tellement concentré sur sa vie et sur sa routine que finalement, tant qu'on subit pas le mal des dragons célestes, on se retourne pas contre eux. Autre personnage intéressant à noter dans cette partie du flashback, c'est Dragon. Dragon qui, bah, comme j'ai dit, finalement, bah, Marshall Dittich et sa mère, ils ont été exposés. Puis il y a quelqu'un qui dit s'il vous plaît, sauvez mes enfants. Et un peu plus tard dans les chapitres, on voit Shanks avec Shamrock et Shanks. On voit Dragon avec Shamrock et Shanks en train de fuir, mais il y a des soldats de la marine derrière. Donc j'ai comme le sentiment que qu'il a reçu des ordres de les protéger. Je sais pas, en fait, je comprends pas trop ce que fait Dragon. J'ai vu dans ce chapitre que Dragon, au bout d'un moment, il voit Ivankov et Kuma avec leur petit groupe en train de préparer leur plan pour s'évader. Et il y a un dragon céleste qui va pour leur tirer dessus, et Dragon tire sur le dragon céleste. Donc il a pas pu se retenir parce que pour lui c'était injuste, ce qui se passe c'est juste injuste, mais si jamais il se retourne contre le gouvernement mondial, c'est toute son escouade qui va être décimée. Donc du coup Dragon là il commence avec cet événement là, je pense que ça va être l'élément déclencheur pour Dragon. Mais le truc qui se passe c'est que Garp arrive un peu plus tard dans le chapitre et il attaque les pirates. C'est-à-dire que moi, j'ai surtout envie de voir une discussion entre Garp et Dragon qui parle de justice. C'est-à-dire que Dragon confronte Garp à pourquoi est-ce que tu es devenu un soldat de la marine, pourquoi tu as voulu ça pourrait être intéressant que Garp il ait nourri l'ambition pour Dragon, et en plus ça pourrait aborder le sujet de l'héritage. Pas juste monétaire, l'héritage spirituel, l'héritage moral. Quelle éducation Garp a-t-il donné à Dragon pour qu'il rejoigne la marine?
Et qu'est-ce que Dragon va reprocher à Garp? Parce que finalement, Garp, même si il est considéré comme un héros et qu'on peut le considérer comme un gentil membre de la marine, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le bien plutôt que quelqu'un de corrompu, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'un homme comme Garp se bat pour la marine qui se bat pour les dragons célestes? Pourquoi Garp, il reste convaincu que c'est en étant marine qu'on peut faire le bien sur cette planète? Voilà. Je vous cache pas que j'ai pas trouvé beaucoup de choses à dire pour ce chapitre. Je l'ai lu, j'ai noté. Alors il y a le combat pour Shaki, de qui va sauver Shaki, de qui Shaki va-t-elle tomber amoureuse. Donc du coup, la suite c'est la fin de l'histoire, ça se termine à Shaun Body avec les revêtements et Riley. Mais que va-t-il se passer? Est-ce que pendant un moment Shaki elle va pas rejoindre l'équipage de Roger? Je sais pas, je lance cette hypothèse comme ça pour se rapprocher de Riley et pour être protégé des dragons célestes. Parce que du coup, je pense pas que Garling, qui est le père de Shanks et Shamrock, hein, on l'a vu au chapitre précédent, je pense pas que Garling il va laisser le trophée Shaki aussi facilement être récupéré par les pirates. Je pense que là, ce qui va se passer, c'est que l'attaque combinée de Rock Dick Zebek et de Gold D. Roger va faire en sorte que bah, du coup ça génère le bordel. Les dragons célestes arrêtent leur chasse, donc qu'est-ce qui va arriver à God Valley? Parce que dans le présent du manga, j'avoue que c'est un peu flou pour moi si God Valley c'est affilié au gouvernement mondial ou pas. Est-ce qu'ils ont réussi à les soumettre? Est-ce qu'ils ont sauvé les prisonniers? On sait qu'il y en a qui se sont échappés et que Kuma il en a sauvé beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la marine, enfin plutôt entre les dragons célestes et Goldie Roger et Rock Dick Zebek? Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin, déjà il y a un petit plan sur la hiérarchie qui est développé. On parle de l'âme divine, c'est-à-dire il y a les chevaliers divins, et en dessous il y a les lames divines. C'est-à-dire ils ne sont pas encore chevaliers divins, c'est les stagiaires des chevaliers divins. Et ensuite, on voit à la fin du chapitre toute une clique qui se prépare au combat, en mode ouais, bon, dites à la marine de protéger les dragons célestes, on s'occupe des pirates, et on voit alors des chevaliers divins se préparer à affronter l'équipage. Est-ce que Oda va nous montrer ce combat? Ça pourrait être intéressant, parce que du coup, les chevaliers divins, c'est une nouvelle hiérarchie dont on n'avait jamais entendu parler avant cet arc Airbaf. Et donc du coup, un peu plus les développer, ça pourrait être intéressant. Et aussi voir un peu, ce que je commence à m'interroger, c'est quelle éducation on leur a donné. Est-ce qu'ils ont eu des cours spéciaux, genre on leur a appris les sciences, on leur a appris le combat, un peu comme à l'ancienne les enfants des rois qui apprenaient à se battre, qui apprenaient à parler, qui apprenaient plein de trucs. Et donc du coup, voilà, je serais assez, je trouve que ce serait assez intéressant de s'arrêter un peu sur les chevaliers divins et de voir un peu leur backstory, c'est-à-dire leur background, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils sont devenus chevaliers divins, qu'est-ce qui a fait qu'ils seront devenus chevaliers divins et pas juste dragons célestes pourri gâtés qui savent même pas se torcher le cul tout seul. Bref, ce chapitre-là, je vois pas de quoi dire de plus dessus, pour être tout à fait honnête. J'ai du mal à voir ce qu'on pourrait raconter. Juste, je voulais m'arrêter sur Marshall D. Teach. Je peux comprendre pourquoi est-ce que Marshall D. Teach, il est devenu, on va dire, méchant après avoir vu cette cruauté euh, en direct face à lui, après avoir vu ces atrocités, ce jeu sordide créé par les dragons célestes pour s'amuser, pour se divertir au prix des vies humaines, ça aurait pu motiver les ambitions de Marshall D. Teach depuis le début. Mais on sait que Marshall D. Teach va rejoindre l'équipage de Barbe Blanche au bout d'un moment, avant sa trahison de Yatch, je crois qu'il s'appelait comme ça, le capitaine de la 3e division, si je dis pas de bêtises, de l'équipage de Barbe Blanche. Donc du coup, l'histoire de Teach, je pense que ça pourrait être intéressant de s'arrêter dessus. J'ai pas envie que Oda nous fasse un livre sur les origines de Teach. Je veux qu'il nous raconte dans le manga comment est-ce que Teach est devenu Teach. Comment est-ce qu'il est devenu ce pirate? Est-ce qu'il cache que c'est le fils de Rock Dick Zebek? Et donc du coup, voilà. Donc bref de chez bref. Alors, j'ai pas regardé le chapitre, hein, j'en profite de dire ça. Le chapitre 1150 dans lequel on verrait le Gunko. Donc je l'ai pas regardé, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Ok, j'ai vu le fameux livre. Alors du coup, oui, ils ont un livre. Un livre qui a peut-être mangé un fruit du démon. En fait, c'était à ça que je commençais à réfléchir quand vous me parliez de ce livre. C'est que dans un sens, je me rappelle que quand on était à l'arc Zoo, à l'époque, il y a 10 ans en arrière, j'avais mis des hypothèses comme quoi il y aurait un arbre mystique qui transformerait l'équipage en animal et que patati patata. Une hypothèse complètement foireuse qui a été contredit quelques chapitres plus tard en disant que c'était juste la culture des Ming d'échanger leurs vêtements. Et du coup, donc oui, je vois bien le livre en question. Donc qu'est-ce que c'est que ce livre? Le livre qu'on voit, chapitre 1150.
J'ai dû rater ça dans ma lecture parce que j'ai dû speedrunner les chapitres et pas faire gaffe à ce détail. Et donc du coup, oui, ce livre, est-ce que c'est de là que alors ça a l'air d'être de ce livre qui tire leur pouvoir un peu satanique, c'est-à-dire qui les font transformer les gentils en méchants. Donc, est-ce que c'est un livre particulier? Est-ce que c'est une nouvelle source de pouvoir? Parce que dans One Piece, il y a les fruits du démon, il y a le haki, et il y a peut-être du coup maintenant des livres maudits qui auraient des capacités. Ça pourrait être intéressant que ce soit pas juste un seul livre, mais du coup, ça me laisse perplexe et un peu indécis dans le sens où je trouve pas les bons mots pour exprimer ce que je pense, mais je trouverais dommage qu'on ait une nouvelle origine de pouvoir. C'est-à-dire que il y a déjà les fruits du démon, il y a déjà le haki. Si on rajoute une troisième source de pouvoir qui serait mystique, des livres mystiques qui donnent des pouvoirs, je trouverais ça dommage. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que ce livre ait mangé un fruit du démon et qu'en le manipulant, on puisse utiliser ses capacités, genre le fruit du maléfice, j'en sais rien moi. Enfin bref, voilà, donc je vais pas m'arrêter dessus. Ce livre, j'ai aucune idée de ce que c'est pour être honnête. Je me dis juste, tiens, ça pourrait être marrant que ce soit un livre qui mange un fruit du démon qui permette au chevalier divin d'utiliser ses pouvoirs. Même si je préférais mon hypothèse comme quoi c'est le pouvoir de Imu qui est utilisé par intérim. Voilà, donc ce chapitre 1160, je vous cache pas que j'ai pas grand chose à dire dessus. Il y a la mini-aventure de Yamato qui semble toucher à sa fin. Du coup, ouais, on voit Garling et Saturne, on voit Marshall D. Teach qui voit la cruauté des hommes, ce qui l'a traumatisé. Du coup, on voit les habitants vraiment souffrir. Là, je suis en train de jeter le chapitre. On voit aussi, euh, on voit aussi les différentes familles et leurs pouvoirs avec se jouer avec les vies des humains et des enfants sans pitié. On voit Dragon qui assiste à la mort de nombreuses personnes sans pouvoir rien faire, mais qui intervient malgré tout pour sauver Ivankov et Kuma. Et à la fin, on a l'équipage de Rock qui débarque avec plein de personnages, qui sont interconnectés, mais on sent que Oda, en fait, il a beaucoup d'histoires à raconter, mais il n'a pas assez d'espace dans ses pages. Et c'est pour ça que je considère que Oda devrait prendre son temps pour juste nous raconter les histoires des personnages une à la fois. Et aussi, j'ai envie que Oda nous raconte l'histoire entre Dragon et Garp, parce que du coup, ça laisse perplexe. Pourquoi est-ce que Garp fait partie de la marine? Comment un homme comme Garp, qui est capable de dire, qui est capable de se sacrifier pour les futures générations, est capable de se dire la marine c'est bien, se battre pour le dragon céleste c'est bien, de toute façon c'est l'équilibre du monde qui est en jeu. Si, bah, peut-être que c'est ça, peut-être que sa théorie c'est que si on se confrontait au gouvernement mondial, on générerait le chaos et donc que le mieux c'est d'espérer que les mentalités changent sur les futures générations. C'est un peu une vision de pacifiste de se dire on va confier la paix et la justice aux futures générations et essayer de résoudre nos conflits actuels entre nous sans que ça déborde sur les futures générations. Mais en réalité, vu le carnage que font les dragons célestes à travers le monde, c'est normal qu'ils se soient fait des ennemis. S'ils sont comme ça dans le présent, j'imagine pas comment est-ce qu'ils étaient lors de la création de leur gouvernement. Ils ont dû faire des trucs sales. Vegapunk disait dans son message au monde qu'il voulait pas prendre part à la discussion c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Mais vu comment les dragons célestes occupent le pouvoir, la manière dont ils ont obtenu le pouvoir, elle doit pas être très glorieuse. Voilà, voilà, voilà. Bref, je sais pas quoi rajouter de plus pour être tout à fait honnête, hein, ça me laisse perplexe, ça me laisse bizarre, ça me laisse un goût d'inachevé. J'ai quand même l'impression que je suis moins capable d'analyser les chapitres qui nous sont montrés, mais en même temps One Piece ça m'affecte plus comme avant. Avant c'était vraiment, ça me touchait au cœur, ça m'atteignait au plus profond de mon âme. Maintenant j'ai plus l'impression que ça survole mon cœur et mon esprit et que c'est plus capable de m'entraîner. Justement parce qu'il y a ce côté où le rythme il est un peu bizarre. Et moi je sens que le rythme il est saccadé. En fait il est saccadé entre trop de personnages intéressants dont on pourrait raconter des histoires. Et j'ai envie de raconter un peu l'histoire de Dragon et un peu l'histoire d'Ivankov et un peu l'histoire de Rock et un peu l'histoire de Gold Roger. Alors que si Oda s'arrêtait comme pour le flashback sur Kozuki, si je dis pas de bêtises, hein, le shogun de Wano Kuni, enfin le père de Momonosuke, quoi. Lui, il avait bien pris son temps, il s'était bien arrêté sur lui. On avait vu d'autres personnages voyager dans son flashback, mais en se concentrant sur son point de vue, on a pu vraiment bien développer le personnage. Et je pense que Oda il devrait faire ça avec Dragon, avec Marshall Teach,
et avec Garp aussi, parce que du coup, Garp, Roger vont s'allier pour aller affronter Rock. Que va-t-il se passer? Est-ce que c'est Rock qui va réussir à secourir Shaki? Est-ce que c'est pas les Dragons Célestes qui vont missionner Garp et Roger de récupérer Shaki? Parce que Garling refuse que Shaki appartienne à quelqu'un d'autre, si ce n'est lui. Voilà, bref, on attendra la sortie du chapitre 1161 pour avoir plus d'informations. On verra bien ce qui se passe. On va arrêter la review ici parce que voilà, j'ai plus rien à dire. Vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, si vous avez des hypothèses. Le Gunko, c'est comme ça que vous l'avez appelé, me laisse perplexe, j'avoue, mais je vois bien un livre qui a mangé un fruit du démon. Et un fruit du démon badass, hein, genre le fruit du sang, un truc bien déter là, qui permet d'avoir des gros pouvoirs. De toute façon, on a vu de quoi il était capable, il peut changer les gens gentils en méchants, refaire sortir le mal en eux. Et donc du coup, voilà. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!